Ma mère a négocié, devant moi, le prix auquel elle allait me vendre à mes acheteurs. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a vu aux informations, a laissé tomber son nouveau bébé et n'a pas cessé de trembler depuis. Dans mon village, les couples sans enfants pouvaient emprunter les enfants de leurs proches pendant plusieurs mois. Mes parents appelaient ça de la charité bénie, aidant les femmes stériles à se sentir mères tout en gagnant de l'argent pour la famille. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que les enfants seuls n'obtenaient jamais justice. J'avais 4 ans quand ça a commencé. Prêté à tante Fatma, qui essayait d'avoir un enfant depuis 10 ans. Elle m'appelait Amira et me faisait boire tous les matins des herbes amères mélangées à de la bouse de vache. Pour la fertilité, disait-elle en souriant. Je me souviens avoir pleuré dans mon oreiller la nuit, me grattant jusqu'au sang, répétant mon vrai prénom sans arrêt pour ne pas l'oublier. À 7 ans, j'avais déjà appris les préférences particulières de chaque famille. Les Rachid me faisaient dormir dans le lit de leur fils mort, resté intact depuis 3 ans, en portant ses vêtements qui sentaient encore la terre de sa tombe. Il payait mes parents davantage pour me garder pendant l'anniversaire de sa mort afin que je mange ses plats préférés sur sa tombe, faisant semblant d'être lui revenu d'entre les morts. Madame Rachid me tenait le visage à la lumière d'une bougie et pleurait, m'appelant Ahmed, et je devais répondre « Je t'aime aussi, maman », sinon elle se mettait à hurler. Mais les nazirs étaient les pires. Ils croyaient que les enfants seuls étaient spirituellement purs, non souillés par les péchés de leur propre famille. À chaque pleine lune, ils prenaient mon sang. Juste une petite fiole, disaient-ils, pour bénir notre maison. Ils le mélangeaient à la terre de leur jardin, convaincus que cela les rendrait fertiles. D'autres familles ont commencé à me demander spécifiquement parce que j'étais, prouvé béni, ce qui voulait dire que j'étais encore en vie après tant de près. Je n'avais jamais d'amis parmi les autres enfants seuls, car dès que je m'en faisais un, il disparaissait mystérieusement. Un jour, j'ai compris pourquoi. En vivant chez les Amar, j'ai trouvé le journal intime de leur précédent enfant seul, caché dans un Coran évidé. Selma, 15 ans, y avait tout écrit. Comment Monsieur Amar avait commencé à vérifier si elle devenait une femme. Comment il prévoyait de la marier à leur fils adulte handicapé. Les enfants seuls faisaient des épouses parfaites, car aucune famille ne posait trop de questions. J'ai froncé les sourcils. Il m'avait dit qu'elle s'était enfuie la veille du mariage. La dernière phrase du journal disait simplement « Demain, ils viennent pour moi. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que j'ai été la fille de quelqu'un, moi aussi. » C'est là que j'ai su que je vivais sur du temps emprunté. Et c'est comme ça que les émissions ont commencé. Dans chaque maison où je restais, je me portais volontaire pour aider avec leurs appareils électroniques. Si quelqu'un avait des soupçons, je pouvais juste sourire, jouer la gentille petite fille empruntée. Tellement utile avec les trucs modernes. Ils ne savaient pas que, dès qu'ils avaient le dos tourné, je construisais de minuscules émetteurs radio à partir de pièces récupérées au bazar d'électronique, cachées dans de vieux postes, des télévisions, des ordinateurs, tous réglés sur la même fréquence pirate. J'ai enseigné le code aux autres enfants seuls. Pendant l'appel à la prière de l'après-midi, quand les haut-parleurs couvraient tout, nous communiquions par des émissions, de brefs messages dans des voix d'enfants. Les Marmouds préparent une adoption. L'enfant seul des Khaleda des bleus en forme de doigt. Amina n'a pas été vue depuis 2 semaines. Parfois, j'entendais une nouvelle voix rejoindre, tremblante, effrayée. Je suis Sarah. J'ai 8 ans. S'il vous plaît. Que quelqu'un se souvienne de mon nom. Nous cachions des récepteurs dans des jouets vendus au marché, réglés pour capter notre fréquence. Les enfants entendaient soudain des chuchotements entre 2 chansons de dessins animés. Les domestiques interceptaient parfois des fragments en nettoyant. Petit à petit, tout le village se mit à écouter par accident notre réseau. À 15 ans, j'avais vécu chez 20 familles. Mon corps était une carte de leurs obsessions. Cicatrices des rituels de deuil des Rachides, brûlures causées par les Hassan pour voir si j'étais porteuse du mauvais œil, un tic permanent laissé par les médicaments anxiolytiques expérimentaux des Ibrahim qu'ils avaient besoin de tester sur quelqu'un. Mes parents louaient ma résilience, augmentaient leurs tarifs, produits de qualité supérieure. Les Marmouds m'ont prise à mes 16 ans. Ils avaient un autre usage pour les enfants seuls. Leur fille avait besoin d'un rein, mieux valait prendre chez les biens empruntés que risquer leur propre enfant. Nous l'avons déjà fait, m'ont-ils dit calmement. L'opération était prévue pour la fête des moissons. Tout le village serait occupé à célébrer. Trop bruyant pour entendre quoi que ce soit provenant de leur sous-sol. Ils avaient déjà payé mes parents pour un prêt d'1 an, avec un bonus pour les frais médicaux imprévus. Papier signé. Argent compté. Mais nous étions prêts. Cette nuit-là, alors que les Marmouds préparaient leur salle stérile, chaque radio, télévision et ordinateur du village s'est soudain allumé. 53 appareils, diffusant tous la même émission. Pas nos habituels chuchotements. Des enregistrements complets. 3 ans de preuves diffusées dans chaque foyer. L'imam négociant les prix pour détourner le regard. Les Yousufs discutant de quel poison tester ensuite. L'imam décrivant comment ils avaient disposé du corps de Selma. Mais la perle rare, c'était mon dossier. Chaque négociation, chaque augmentation de tarifs, chaque fois où il riait en disant que je tiendrais peut-être jusqu'à 18 ans s'il faisait attention.
Elle est robuste. La voix de ma mère résonnait dans les haut-parleurs. Faite pour être prêtée. C'était la même voix qui me chantait des berceuses. La place du village s'est remplie en quelques minutes, non pas de familles en fête, mais de foules horrifiées, entendant les confessions de leurs voisins échoir depuis tous les appareils électroniques. Les marmoudes restaient figés dans leur sous-sol, les instruments chirurgicaux brillant sous les néons, tandis que leur propre voix enregistrée résonnait à l'étage. Le visage de Madame Marmoud est devenu livide en s'entendant parler des dons précédents d'enfants seuls. Monsieur Marmoud tremblait en saisissant le scalpel destiné à moi. Je me suis rapproché de la table chirurgicale, mes doigts trouvant les instruments métalliques froids qu'ils avaient si soigneusement disposés. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon vrai prénom monter à mes lèvres. Pas Amira, pas Ahmed, pas les identités empruntées que j'avais portées comme des vêtements trop grands, mon véritable prénom, celui que mes parents m'avaient donné avant de me transformer en marchandise. Il était temps d'agir. Le village approchait. J'ai saisi le scalpel le plus proche, mais pas pour me défendre. J'ai plutôt tailladé les poches de perfusion suspendues, inondant le sol stérile de sédatifs prévus pour me maintenir inconsciente pendant le prélèvement. Le liquide clair s'est répandu sur les carreaux, se mêlant à l'odeur antiseptique qui me retournait l'estomac. Puis je l'ai entendu, la voix de ma mère biologique, perçant le chaos à l'étage. Elle ne demandait pas si j'étais en sécurité. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle marchandait déjà ma localisation pour obtenir la clémence. Mes jambes se sont mises à courir. J'ai choisi l'escalier, 2 marches à la fois, mais je me suis arrêté net en haut. Hassan bloquait le passage, le fils actuel des Marmoud, celui qui était censé assister à mon opération. Il tremblait, partagé entre 2 mondes. Derrière lui, le bruit de la foule montait. 3 cris ont explosé en même temps. La foule frappait à la porte d'entrée, exigeant d'entrer. Madame Marmoud nous a dépassés en courant dans les escaliers, et je l'ai entendu détruire des preuves dans les pièces du haut. Des papiers brûlés, des ordinateurs brisés. Et Hassan, d'où Hassan, qui m'avait aidé à cacher les émetteurs dans la télévision même des Marmoud, a chuchoté les mots qui ont tout changé. Ils avaient sa sœur dans l'abri. Sa sœur avait 6 ans. Je reconnaissais sa voix dans nos émissions, parfois, petite et effrayée, demandant que quelqu'un se souvienne que son prénom était Yasmine. Si je la libérais, cela laisserait des témoins de la tentative de chirurgie. Les Mamous ne pourraient plus prétendre que j'avais tout inventé, avec Hassan et sa sœur capables de témoigner. Mais fuir, c'était abandonner un autre enfant à une certaine vengeance. Les Mamous s'étaient remis de leur choc. La voix de Monsieur Marmoud monta du sous-sol, désormais désespérée. Ils avaient trouvé mon émetteur dans leur radio la veille. Qui d'autre était au courant? Combien d'autres appareils étaient cachés? Ils cherchaient des informations tout en prétendant tout savoir, essayant d'évaluer jusqu'où leur exposition allait. La confession de Hassan arriva dans des murmures brisés. Il les avait informés depuis des mois. Chaque mouvement que je faisais, chaque enfant à qui j'apprenais à émettre. Ils avaient promis de garder sa sœur en sécurité s'il les aidait. Ils avaient menacé de la vendre aux Youssouf pour leurs expériences s'ils refusaient. La trahison aurait dû faire mal, mais je comprenais. Nous faisions tout ce que nous devions pour survivre. La porte d'entrée éclata sous les coups de la foule. Hassan et moi avons couru vers la remise, nos pieds glissant sur l'herbe mouillée. À l'intérieur, nous avons trouvé plus que sa sœur. Des piles de dossiers médicaux tapissaient les murs, des fichiers détaillés sur chaque enfant seul que les Mamous avaient traité. Certains s'étaient rétablis. D'autres avaient eu des complications. Ceux marqués d'un X rouge n'étaient jamais repartis. Mon groupe sanguin était encerclé sur un tableau, marqué comme donneur universel, prélèvement prioritaire. La foule nous a trouvés avant que nous puissions tout comprendre. Mais au lieu du sauvetage que j'avais imaginé, plusieurs familles prêteuses se sont précipitées devant, réclamant leur propriété. Les Youssouf exigeaient le retour immédiat de leur enfant prêté. Les Rachid insistaient pour dire que je leur appartenais encore pour un mois. Une vente aux enchères grotesque a commencé alors que les enfants se recroquevillaient dans la remise, les familles se disputant pour savoir à qui revenait légitimement tel ou tel enfant. L'imam est arrivé avec plusieurs anciens, leur robe flottant dans l'air alors qu'ils se frayaient un chemin dans la foule, mais ils n'étaient pas venus pour aider. Leur priorité était de contenir la situation, de la gérer en interne avant que les étrangers n'apprennent ce qu'ils appelaient notre tradition bénie. Le visage de l'imam était tendu par une fureur contenue, non pas à cause des abus, mais à cause de l'exposition. Mon père biologique est apparu dans la foule, portant une boîte que je reconnaissais de la maison. À l'intérieur se trouvaient mes photos de bébé, mon journal d'enfance, des documents qu'il avait conservés pour ce moment précis. Il les a brandis pour que tout le monde les voie, sa voix portant par-dessus le chaos. J'ai toujours été perturbé, annonça-t-il. Regardez ces extraits de journal sur des amis imaginaires, mais je connaissais la vérité. Ces amis imaginaires étaient d'autres enfants seuls qui avaient disparu. Les dates de mon écriture enfantine correspondaient au moment où ils avaient disparu. L'infrastructure du village s'est retournée contre nous avec une précision coordonnée. La connexion du cybercafé s'est coupée. Les téléphones portables ont cessé de fonctionner. Le frère du propriétaire de la boutique d'électronique avait coupé les communications pour empêcher l'histoire de sortir au-delà de nos frontières.
Nous étions piégés dans une bulle de silence. Les autres enfants seuls étaient rapidement récupérés par leur famille biologique. Des parents qui les avaient loués pendant des années prétendaient soudain vouloir les protéger, mais la protection signifiait le silence. Je regardais des enfants qui avaient trouvé le courage de parler être embarqués dans des voitures, la bouche couverte par des mains familières. L'imam a sorti un dossier de documents, sa voix calme alors qu'il s'adressait à la foule. Tout était légal, les rassura-t-il. J'avais signé une procuration médicale au Mahmoud des mois auparavant. La tentative de chirurgie était techniquement dans leurs droits. Les documents étaient datés d'avant l'enregistrement de ma mère parlant de « marchandises robustes ». Ils avaient planifié cela bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Désespéré de ramener la vérité au centre, j'ai crié à propos du journal de Salma, expliquant à la foule où j'avais caché les vraies pages, mais les amarres avaient pris de l'avance sur moi. Ils l'avaient déjà remplacé par un faux, des pages remplies des fantasmes d'une fille troublée qui aurait fui un foyer aimant. Monsieur Amar brandit le faux journal comme preuve de mes délires, puis vint la trahison la plus douloureuse. Amina est sortie de la foule, ma plus proche alliée parmi les enfants seuls, la fille qui m'avait aidé à construire notre premier émetteur. Elle releva ses manches pour révéler des bleus sur ses bras. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait. Les mamots avaient retrouvé leur assurance. Madame Mahmoud a présenté des formulaires de consentement. Des documents prétendument signés par moi, acceptant de donner mon rein pour sauver un enfant mourant. Les signatures étaient suffisamment similaires pour tromper quiconque ne regardait pas attentivement. Il s'était exercé à imiter mon écriture. Mon seul allié adulte a vacillé à son tour. La jeune enseignante revenue de l'université, qui avait aidé certains enfants à accéder à des livres sur leurs droits, se tenait au bord de la foule. Le regard de l'imam l'a trouvée, et son rappel fut doux mais clair. Son poste d'enseignante dépendait de l'approbation de la communauté. Elle est retournée dans l'ombre. J'ai joué ma dernière carte, révélant que tout ce qui se trouvait dans le sous-sol était encore enregistré. Le matériel chirurgical avait des systèmes de surveillance intégrés, et le voyant rouge clignotait pendant toute notre confrontation. Cela devait bien compter comme preuve. L'imam a souri. Les enregistrements illégaux n'avaient aucune valeur légale. Chaque sanglot était parfaitement chronométré alors qu'il décrivait mes prétendus accès de violence et mes délires. D'autres familles prêteuses ont rejoint ce récit, ajoutant des couches à ma supposée folie. Les Khalides ont parlé de m'avoir surprise en train de parler au mur. Les Ibrahim ont évoqué mon refus de prendre des médicaments. Chaque famille ajoutait une pièce au faux passé qu'ils construisaient, et je les ai vus le solidifier en vérité aux yeux de la foule. Madame Rachid a traversé la foule en poussant, tenant quelque chose qui a glacé mon sang, une photo de moi souriante dans les vêtements de son fils décédé, assise à sa fête d'anniversaire. L'image tordait mes souvenirs. Avais-je été heureuse? Me trompais-je dans mes souvenirs? Mes mains tremblaient en regardant mon propre visage, incapable de concilier ce sourire avec l'horreur dont je me souvenais. La foule murmurait, sa sympathie basculant. La sœur de Hassan est apparue, préparée à la perfection. La fillette de 6 ans s'est approchée de moi avec de grands yeux innocents, me demandant pourquoi j'avais dit à Hassan de mentir à propos des opérations. Un bracelet d'hôpital entourait son minuscule poignet, preuve d'un traitement récent qui soutiendrait n'importe quel récit qu'ils avaient construit. Sa voix résonna sur la place, plus dévastatrice que n'importe quelle accusation d'adulte. Ma propre voix a soudain résonné depuis le téléphone de quelqu'un. Les mamots avaient enregistré mes crises de chagrin après mes tentatives d'évasion, montées pour en retirer tout contexte. Mes supplications désespérées pour la liberté sonnaient comme des menaces contre les familles. Mes sanglots promettant de les dénoncer étaient devenus les élucubrations d'une adolescente dérangée. Ils avaient transformé ma douleur en arme. Le conseil du village a convoqué une audience improvisée là, sur la place. L'imam s'est positionné comme juge tandis que les familles prêteuses faisaient la queue pour témoigner. Les enfants seuls ont été emmenés, soi-disant pour leur protection, mais je savais que c'était pour les empêcher de parler. La parodie de justice s'est déroulée sous les étoiles, éclairée par la remise encore en feu. Pour prouver que j'étais saine d'esprit, je devais trahir la confiance de Salma. J'avais caché ces vraies pages de journal ailleurs, sachant que les Amars pourraient trouver l'original. Maintenant, je devais les récupérer, exposant non seulement ses secrets, mais aussi ceux d'autres enfants qu'elle avait mentionnés. Mes mains tremblaient en pensant à ces mots devenant preuve, à sa douleur privée exposée à des gens qui l'avaient permise. J'ai couru vers le bureau de l'imam, où j'avais caché les pages pendant une punition de nettoyage, il y a des mois. La foule me suivait, intriguée par mon désespoir. Derrière son bureau, dissimulé dans des textes religieux, se trouvaient les pages de Salma, et par accident, ses registres financiers. Un grand livre révélait des paiements venant de familles prêteuses, des pots de vin déguisés en dons charitables. Le visage de l'imam s'assombrit lorsque je sortis les documents. L'enseignante en qui j'avais placé ma confiance s'avança, mais pas pour m'aider. Elle annonça ses fiançailles avec le fils du propriétaire du magasin d'électronique, expliquant que ma diffusion avait failli détruire l'entreprise de sa future belle famille. Son éducation universitaire lui avait appris le progrès, disait-elle. Mais la tradition, elle, maintenait la cohésion du village. Elle ne permettrait pas que mes délires détruisent le tissu de la communauté. Désespéré,
j'ai tenté de retourner les familles les unes contre les autres. J'ai révélé que les Youssef avaient utilisé le fils décédé des Rachid comme testeur de poison avant sa mort. La foule eut un haut le cœur, mais les deux familles se regardèrent simplement et hochèrent la tête. Elles savaient déjà. Leur alliance contre moi était plus forte que n'importe quel grief entre elles. L'imam appela au calme, annonçant qu'une décision devait être prise immédiatement, soit j'acceptais un traitement pour mes délires, soit je faisais face à des accusations de destruction de biens et d'incitation à la panique. La remise en feu crépitait derrière nous, rappel de mon désespoir. Il parlait de miséricorde, d'aider une enfant troublée, mais ses yeux promettaient autre chose. Ma mère biologique s'approcha pendant une accalmie. Elle m'emmena à l'écart, serrant fermement mon bras. Elle me croirait, murmura-t-elle, si je rentrais à la maison et ne parlais plus jamais de tout cela. La réputation de la famille comptait plus que la justice. Elle avoua tout savoir, mais plaçait notre statut social au-dessus de la vérité. Ses doigts laissèrent des bleus qui duraient plus longtemps que ses paroles. Les Mahmoud sortirent des papiers de consentement pour une institution psychiatrique qu'ils possédaient en partie. D'autres enfants seuls et perturbés y avaient été envoyés, mentionnèrent-ils, presque négligemment. Mon pire cauchemar se matérialisa, être enfermé dans un lieu où mon témoignage serait discrédité à jamais, où des médicaments brouilleraient mes souvenirs jusqu'à ce que je ne distingue plus la vérité du délire. L'imam proposa une autre option, quitter le village pour toujours, en échange d'une petite somme et d'un serment de silence. Tout changea lorsque je compris que les familles avaient récemment découvert certains transmetteurs. Elles étaient en chasse, inspectant chaque appareil électronique du village. Chaque transmetteur caché était désormais une bombe à retardement qui pouvait impliquer les enfants m'ayant aidé. La chasse était systématique, méthodique, terrifiante dans son efficacité. L'ampleur réelle de la crise se dévoila lentement. Toutes les familles n'étaient pas au courant de la diffusion initiale, mais elles s'unissaient rapidement pour protéger le système. L'imam coordonnait la gestion de crise avec une efficacité froide, assignant des tâches pour contenir le scandale. Des familles ennemies depuis des générations coopéraient désormais face à la menace commune que je représentais. Mes victoires dans l'enseignement de la diffusion aux enfants s'étaient retournées contre moi. Chaque lieu de transmission menait à un enfant. Les familles recoupaient les informations, identifiaient les schémas, notaient quels enfants portaient quels vêtements pendant les diffusions. Mon réseau était devenu une carte menant à tous les enfants impliqués. Marwa fut confrontée à un choix impossible lorsque ses parents la confrontèrent. Elle avait été ma plus fidèle alliée, coordonnant les diffusions. Mais ses parents lui montrèrent des contrats déjà prêts pour ses 3 jeunes frères et sœurs. Me soutenir signifierait les condamner au système d'emprunt, m'abandonner les préserverait. Le choix, aussi cruel qu'inévitable, fut fait. Elle s'approcha de moi devant tout le monde, dénonçant publiquement mes actions. Ses mots étaient durs, m'accusant de mettre des enfants innocents en danger. Mais en parlant, elle glissa quelque chose dans ma paume, une carte dessinée à la main, indiquant où se trouvait une preuve cruciale. Son sacrifice me blessa plus qu'une trahison. Par nécessité, j'adoptais leur méthode, devenant ce qu'ils disaient que j'étais. Je semais des doutes calculés auprès de familles endeuillées, insinuant que leurs enfants n'étaient peut-être pas morts naturellement. Je suggérais des liaisons, menaçais de révéler des secrets récoltés au fil des ans, à moins que les familles ne remettent en question le système de prêt. En infiltrant la boutique d'électronique une nuit, je cherchais la profondeur de la conspiration. Je trouvais pire, des contrats de prêt remontant à des décennies, dont un avec la photo de ma mère enceinte. Les négociations de paiement étaient notées à côté de son visage souriant. La vérité m'assaillit comme un coup physique, je n'étais pas né, puis prêté. J'avais été conçu comme un investissement. Hassan apparut comme une menace secondaire. Il avait conclu son propre marché, aidé à étouffer l'affaire en échange de mon adoption légale et de la protection de sa sœur. Il menait un groupe d'enfants seuls à qui l'on avait promis de vraies familles s'ils m'aidaient à me taire. Pour eux, je n'étais pas une libératrice, mais celle qui menaçait leur seul espoir d'appartenance. Combattre sur 2 fronts épuisait mes ressources. Les familles prêteuses voulaient mon internement pendant que le groupe de Hassan traquait les preuves que j'avais cachées. Je dormais dans le pigeonnier abandonné, volant de la nourriture au marché, utilisant les dernières batteries et téléphones volés pour localiser les transmetteurs restants. L'épuisement devint mon compagnon constant. Une confrontation au marché tourna mal lorsque les Amars présentèrent une fille qu'ils prétendaient être Salma. Âgée comme il fallait, suffisamment traumatisée pour être crédible, et parfaitement entraînée. Je ne pouvais prouver qu'elle était une imposture sans révéler des détails que seule la vraie Salma saurait. J'étais seul, discrédité, traqué à la fois par les familles et les enfants que j'avais voulu sauver. Quand je sollicitais l'aide des enfants seuls, ils me tournaient le dos, la peur remplaçant toute reconnaissance passée. Ma révolution avait empiré leur situation. Mon père biologique me rendit visite avec un ultimatum qui brisa mes dernières illusions, rentrer à la maison et m'excuser publiquement, où il signerait les papiers me rendant pupille de l'État, éligible à des prêts illimités. Il me montra des contrats de 3 familles déjà prêtes à enchérir sur moi. Mon groupe sanguin rare et ma résilience éprouvée faisaient de moi une marchandise précieuse. Je ripostais avec la seule arme qu'il me restait, l'information. Je révélai à l'épouse de l'imam sa liaison, sachant que les conséquences seraient catastrophiques.
Elle mit le feu à la salle des archives de la mosquée, détruisant des décennies d'actes de mariage et de décès. Les preuves des enfants disparus partirent en fumée, avec celles des indiscrétions de l'imam. 3 femmes âgées, venues chercher les dossiers de leurs petits-enfants, furent piégées dans l'incendie. Elles souffrirent d'inhalation de fumée, mais victimes involontaires. Les Mahmoud leur rendirent visite à l'hôpital, pleurant leur responsabilité de ne pas m'avoir fait interner plus tôt. Ils transformèrent mes victimes en témoins de mon instabilité. Même les enfants seuls qui croyaient encore en moi commencèrent à prendre leur distance lorsque je leur demandais de voler des dossiers médicaux à l'hôpital. Je ne pouvais plus leur garantir la sécurité. Mon désespoir faisait de moi un danger pour tous, y compris ceux que je voulais protéger. La révolution dévorait ses propres enfants. Pour accéder aux archives psychiatriques, je dus avouer publiquement mes délires et accepter une évaluation. C'était un piège, mais je devais savoir ce qu'il advenait des enfants seuls internés. À l'intérieur, je trouvais des dossiers prouvant qu'ils étaient rendus dociles par la médication. Mais les mêmes fichiers indiquaient aussi que je présentais des symptômes de traumatisme bien réels, qui seraient utilisés contre moi. La durée de mon évaluation fut soudain raccourcie lorsque l'état de santé de la fille des Mahmoud se dégrada. Ils avaient besoin d'un donneur d'organes d'ici quelques jours, et mon groupe sanguin était parfaitement compatible. Le personnel accéléra les tests, cherchant un prétexte pour me déclarer inapte mentalement, donc incapable de refuser le don. Le véritable objectif de la famille apparut alors avec une clarté terrifiante. Ils ne voulaient pas seulement me faire taire, ils voulaient m'effacer. Mes organes seraient distribués pour sauver les véritables enfants des familles prêteuses. Mon groupe sanguin rare et ma résilience prouvée faisaient de moi la donneuse idéale pour plusieurs enfants, une ultime utilité pour ce que ma mère appelait un bon stock. À l'intérieur de l'établissement, j'ai prétendu être la fille d'une autre patiente afin d'accéder aux zones restreintes. La femme avait perdu sa véritable fille, un enfant unique disparu depuis des années. Elle m'appelait par un mauvais prénom, tenait mon visage comme Madame Rachid l'avait fait, et je jouais le jeu. Chaque instant de tromperie me donnait l'impression de trahir à la fois sa perte et mon identité. Pour m'échapper, j'ai convaincu des patients et véritablement atteint que le personnel complotait contre eux. J'ai utilisé leur paranoïa comme une arme, leur maladie mentale réelle comme un outil. Lorsqu'ils ont semé le chaos, réclamant des avocats imaginaires et appelant à l'aide des proches hallucinés, je me suis glissé hors de là dans la confusion. Ma transformation en manipulatrice fut complète quand j'ai planté de fausses preuves de vol de médicaments sur un aide-soignant cruel. Il maltraitait les patients, et j'ai utilisé ces crimes pour créer ma diversion. Le regarder se faire traîner dehors par la sécurité tandis qu'il protestait de son innocence m'a fait réaliser que j'étais devenu exactement ce qu'il disait de moi. Je suis parti avec des copies de dossiers prouvant l'institutionnalisation des enfants prêtés, mais à mon retour, le village avait déjà tourné la page. De nouveaux enfants étaient déjà intégrés dans le système, arborant les mêmes sourires craintifs que je connaissais si bien. Le cycle n'avait à peine été interrompu. Ma révolution avait été comme une pierre jetée dans l'eau, des ondulations vides disparues sans changer le courant. Les familles ont immédiatement discrédité mes preuves en révélant mon diagnostic légitime. ESPT et dissociation, selon l'évaluation. Chaque symptôme correspondait à mon comportement. La vérité du traumatisme et l'apparence de la folie étaient médicalement indissociables. Ils ont transformé la psychologie en arme contre moi. La véritable bataille n'était pas judiciaire, mais une guerre pour la prochaine génération. Ma crédibilité fut détruite tandis que la leur restait intacte. Ils pouvaient poursuivre le système avec de légères modifications, affirmant avoir corrigé incident malheureux, que j'avais causé. Ils promettaient que les enfants prêtés seraient mieux traités. Mais rien de fondamental n'avait changé. Chaque famille, plutôt que de se retourner les unes contre les autres, s'était unie contre une menace commune. Ils formaient un front uni pour protéger ce qu'ils appelaient désormais les anciennes traditions, comme si l'Antiquité justifiait l'atrocité. D'anciens rivaux partageaient leurs ressources pour maintenir un système qui les avantageait tous. Certains enfants prêtés qui avaient commencé à résister ont changé de camp lorsque leurs familles biologiques leur ont proposé des postes de futurs prêteurs. Ils pouvaient passer du statut de propriété à celui de propriétaire s'ils aidaient à maintenir le système. La promesse du pouvoir corrompait plus vite que n'importe quelle menace. Mon ultime recours légal s'est effondré quand j'ai appris que le juge régional était le cousin de l'imam. La fille du procureur avait reçu un rein d'un enfant prêté. Tout le système judiciaire bénéficiait du trafic d'organes. La justice était impossible quand ceux qui devaient l'appliquer profitaient de l'injustice. Désespéré, je suis retourné à la clinique médicale des Mahmoud pour diffuser une vidéo depuis l'intérieur. Le matériel chirurgical était toujours là, prêt pour sa prochaine victime. J'ai diffusé pendant 17 minutes avant d'être découverte, citant des noms et révélant des emplacements. La réaction a révélé une vérité effroyable, de nombreux parents écoutaient déjà, attendant simplement leur tour pour profiter du système. Les représailles furent immédiates. Mes propres paroles issues de mon évaluation psychiatrique résonnaient dans les haut-parleurs de l'établissement. Des fantasmes violents à propos des familles, authentiques, mais sortis de leur contexte. Le personnel s'est précipité pour m'arrêter, tandis que les familles, dehors, entendaient que la potentielle sauveuse de leurs enfants était une personne qui avait fantasmé leur destruction.
Les Mamu avaient parfaitement instrumentalisé mes réactions traumatiques. Une infirmière compatissante m'a discrètement glissé une carte mémoire pendant le chaos, les mains tremblantes alors que la sécurité approchait. Le minuscule appareil contenait des images filmées en secret montrant des sédations forcées et des examens de compatibilité pour les dons d'organes. Elle avait tout risqué pour fournir des preuves, et en quelques heures, sa fille de 6 ans apparaissait sur le registre de prêt. Le message était clair, aidez-moi, et vous perdrez vos enfants. La sœur de Hassan m'a trouvé caché dans la buanderie de l'établissement. La question innocente de la fillette de 6 ans, pourquoi est-ce que je faisais du mal à tout le monde alors que Hassan prenait si bien soin d'elle, m'a transpercé plus profondément que n'importe quelle accusation. Elle ne comprenait pas que son frère avait vendu son âme pour la protéger. Sa confusion sincère m'a forcé à affronter ce que j'étais devenu. J'ai franchi ma dernière limite morale en lui disant la vérité sur le pacte de Hassan. Voir la compréhension naître dans ses jeunes yeux, assister à l'éclatement de son innocence alors qu'elle comprenait le sacrifice de son frère, a marqué le moment où je suis réellement devenu le monstre qu'ils avaient peint. Elle s'est enfuie en pleurant, et je savais que Hassan ne me pardonnerait jamais d'avoir volé à sa sœur sa capacité à l'aimer librement. Les familles ont retourné mes propres méthodes contre moi avec une précision chirurgicale. Des enregistrements de mes menaces, modifiés mais authentiques, ont été diffusés sur tous les appareils du village. Ils avaient accumulé des mois de délires désespérés, de fantasmes violents, et de crises de nerfs. Hors contexte, je sonnais exactement comme la dangereuse terroriste qu'ils prétendaient que j'étais. Mon enquête avait produit toutes les preuves nécessaires. Chaque famille que j'avais dénoncée avait désormais des motifs légaux pour agir contre moi. Les affaires que j'avais révélées devenaient des accusations de chantage. Les données médicales que j'avais partagées violaient les lois sur la confidentialité. Les secrets que j'avais menacé de dévoiler devenaient des aveux criminels. Mes victoires s'étaient transformées en confessions complètes de crimes. Les enfants prêtés que j'avais entraînés à tout documenter avaient, sans le savoir, créé un dossier parfait de ma descente aux enfers. Leurs notes soigneusement tenues pour se protéger dépeignaient désormais une instigatrice ayant corrompu des enfants innocents. Ils avaient été trop bien formés. Chaque date, chaque heure, chaque interaction, enregistrée méticuleusement de leur point de vue. L'insuffisance rénale complète de la fille des Mamu a accéléré les choses. Ils ont diffusé l'aggravation de son état chaque heure, montrant une innocente de mon âge luttant pour respirer, maintenue en vie par des machines tandis que je me cachais, égoïste, comme le criminel qu'ils avaient convaincu tout le monde que j'étais. Le festival de la moisson est arrivé avec ses célébrations traditionnelles, mais cette année, le thème était « Guérir des perturbations ». De nouveaux enfants prêtés ont été présentés aux familles, avec les mêmes sourires craintifs que j'avais 12 ans plus tôt. Le système s'était adapté, ajoutant des formulaires de consentement et une surveillance médicale qui rendaient le tout légitime en apparence, tout en ne changeant rien de fondamental. Les deux camps avaient atteint une destruction mutuelle. J'étais désormais considéré comme une incendiaire ayant détruit des preuves, une maîtresse chanteuse ayant menacé des familles, une adolescente dérangée ayant fantasmé sur la violence. Eux étaient exposés comme abuseurs d'enfants, trafiquants d'organes et exploiteurs humains. Aucun camp ne pouvait réclamer justice sans précipiter sa propre chute. L'imam proposa ces termes de paix au centre communautaire, parlant de pardon et de passer à autre chose. Donner un rein volontairement. Partir à jamais. Ne plus jamais parler de tout cela, et le système de prêt serait réformé, avec une supervision officielle. Une réforme qui signifiait simplement de la paperasse pour légitimer ce qu'ils avaient toujours fait, des protections existant uniquement sur le papier. Une tempête de sable massif piégea tout le monde à l'intérieur du centre, forçant toutes les parties à une proximité forcée. Les Mamu ont amené leur fille mourante dans la grande salle. Sa respiration laborieuse couvrait même les sifflements du vent. L'impact visuel était dévastateur. Une enfant innocente mourante, tandis que sa possible sauveuse se cachait parmi la foule. Des enfants prêtés ont commencé à parler, encouragés par mon exemple, mais leurs témoignages ont compliqué mon récit. Certains ont parlé de familles bienveillantes, d'une éducation reçue, d'opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. D'autres ont confirmé les abus, mais m'ont tenu responsable d'avoir empiré leur situation. La vérité s'était fracturée en dizaines de perspectives. Le professeur qui m'avait trahi est revenu avec des images de vidéosurveillance des 2 dernières semaines. Les enregistrements me montraient en train de commettre des actes désespérés, pénétrer par effraction dans des bâtiments, menacer des familles, recruter des enfants pour des activités dangereuses. Mais les horodatages révélaient également des réunions récentes de planification de trafic d'organes. Les preuves accablaient tout le monde. Trop récentes pour prouver le complot vieux de plusieurs décennies, mais suffisamment compromettantes pour tous les impliqués. La révélation la plus dévastatrice fut que l'imposteur de Selma et les autres enfants soi-disant rendus étaient en réalité des remplaçants issus de réseaux de traite. Les vrais enfants avaient été vendus, non rappelés, rendant chacun complice d'une dissimulation encore plus sombre. Les familles, convaincues de protéger une tradition, découvraient qu'elles avaient en réalité facilité un trafic d'enfants. Aucune victoire propre n'émergeait du transplanté du village. Je pouvais la sauver et obtenir une rédemption vide de sens, ou refuser et regarder une enfant mourir. Le choix qu'ils avaient conçu était d'une cruauté parfaite.
Sauver une vie revenait à récompenser le système qui en avait détruit tant d'autres. J'ai choisi une troisième option. Je me suis levé pour annoncer mon accord, mais à condition. Chaque enfant prêté devait être rendu à sa famille biologique. Aucun nouveau contrat ne serait signé tant que les anciens n'auraient pas été annulés. La fillette mourante devenait un otage, tout comme je l'avais été. Sa vie dépendait désormais du démantèlement du système. Les familles se sont précipitées pour récupérer les enfants, mais plusieurs ont refusé de revenir. Malgré les abus, certains avaient trouvé une vie meilleure que ce que leur famille biologique pouvait leur offrir. La complexité que j'avais refusé de voir refaisait surface. Tous les prêts n'étaient pas purement malveillants, même dans un système corrompu. La chirurgie a été effectuée après des heures de négociation. Je les ai regardés me préparer, sachant que je sauvais la fille de mes bourreaux tout en perpétuant leur système. Les larmes des mamodes semblaient sincères lorsqu'ils m'ont remercié, mais je voyais la stratégie derrière leur gratitude. Ils avaient gagné, ils m'avaient rendu complice. J'ai récupéré dans le même sous-sol où tout avait commencé. La réussite de la greffe fut célébrée comme une preuve que le système pouvait fonctionner, à condition qu'il soit réformé. Mon sacrifice fut transformé en validation de leur méthode, et non en résistance. L'imam m'a présenté mes papiers d'exil alors que j'étais encore faible après l'opération. Un billet de bus pour la capitale, des documents d'inscription à un programme de formation professionnelle, et un accord juridique stipulant que je ne pourrais jamais revenir. Le langage employé dans les documents faisait de moi le méchant à qui on avait montré de la clémence. Le manifeste des enfants solitaires, celui qu'on avait secrètement imprimé et distribué, fut recueilli et remis à l'imam, qui le brûla publiquement. Les enfants qui m'avaient aidé à le cacher observaient sa destruction. En acceptant leur implication, ils achetaient leur protection. Le bus pour la capitale m'éloignait de tout ce que j'avais connu. Par la fenêtre, j'ai vu le village reprendre son cours normal. On retirait les anciens émetteurs des appareils électroniques, mais personne n'en construirait de nouveaux. Le système de prêt continuait, cette fois avec des contrats et formulaires médicaux rendant le tout légal. Ma révolution leur avait seulement appris à mieux se cacher. La formation promise m'a conduit à un emploi dans un centre de défense des enfants en milieu urbain. L'ironie ne m'échappait pas, aider des enfants en ville, tout en étant légalement interdit de retourner dans le village où tant d'autres continuaient à souffrir. Mon casier judiciaire, soigneusement rédigé par l'imam, m'empêchait de travailler avec la police ou les services sociaux. Les années ont passé dans l'ombre de l'échec. Le centre traitait des cas classiques, disputes de garde, harcèlement scolaire, conflits familiaux. Rien à voir avec le système de prêt encore actif à 500 km. Je triais des dossiers, traitais de la paperasse. Mon passé réduit à des cauchemars et des cicatrices. Le cycle s'est révélé à moi à nouveau, 3 ans plus tard, dans un simple appel téléphonique. Une voix jeune, tremblante, désespérée, a murmuré des mots familiers. Sarah, 8 ans, suppliant qu'on se souvienne de son nom. Le même prénom que celui mentionné dans notre émission, mais une enfant différente. Le système avait évolué, s'était adapté, avait survécu. Elle avait trouvé un ancien émetteur, un que nous avions raté, et réussi à appeler le seul numéro encore enregistré, la ligne directe du centre de défense, un lien que j'avais établi avant mon exil. Les barrières juridiques m'empêchaient d'agir. Je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas signaler la situation à des autorités qui profitaient du système. Je ne pouvais même pas la conseiller au-delà de conseils de sécurité très généraux. Tout ce que je pouvais faire, c'était écouter, retenir son nom, et savoir qu'au village, des enfants murmuraient encore à leur radio, espérant que quelqu'un les entende, puis disparaissaient lorsqu'ils devenaient trop encombrants. Ma révolution n'avait eu qu'une seule victoire durable, leur apprendre à mieux cacher leurs crimes. Légaliser leur cruauté. Transformer la corruption en une tradition prétendument honorable. Les enfants solitaires avaient appris à survivre dans le système plutôt que de le défier. Les familles avaient appris à obtenir un consentement forcé, bien documenté. Tout le monde avait appris à simuler la légitimité tout en continuant comme avant. L'appel s'est terminé sur une promesse chuchotée, je serai sage. Je ne ferai plus de vagues. J'accepterai mon rôle. J'ai reconnu dans sa voix la même défaite que j'avais autrefois combattue. Un autre enfant apprenant que résister ne fait qu'empirer les choses, que la soumission est la seule façon de survivre. Je suis retourné à mes dossiers de garde et de harcèlement scolaire. Chaque cas me semblait dérisoire comparé à ce qui continuait dans mon village. Les enfants que j'aidais n'avaient jamais entendu parler de système de prêt, de trafic d'organes, ou de traditions qui dévoraient les jeunes. Ils se plaignaient de parents divorcés ou de professeurs injustes, pendant que Sarah survivait un mois de plus chez les Nazirs. Les murs du centre affichaient des récits de réussite. Enfants réunis avec des familles sûres, harceleurs sanctionnés, système de protection fonctionnel. Mais aucun de ces succès n'atteignait le village où mon nom était interdit. Où ma révolution était racontée comme l'histoire d'une enfant dérangée qui ne comprenait pas la tradition. J'ai aidé une jeune fille à dénoncer un professeur prédateur. J'ai guidé des familles vers des structures qui, elles, fonctionnaient. Chaque victoire me paraissait creuse face aux centaines d'enfants toujours piégés dans le système que je n'avais pas su détruire. Les nuits tardives apportaient des appels d'autres centres. Des enfants avec des symptômes familiers,
les mêmes schémas traumatiques d'enfants prêtés ayant fui vers les villes. Les villes. Je les reconnaissais immédiatement, sans pouvoir expliquer comment. L'histoire officielle de mon passé et dérangé empêchait quiconque de prendre mes intuitions au sérieux. Ma superviseure saluait ma dévotion tout en me confiant uniquement des tâches limitées. Le casier que l'imam avait fabriqué me définissait comme réformé mais instable. Je traitais des papiers, répondais au téléphone, classais des fichiers. Les tâches réservées à quelqu'un marqué comme moi, violent, délirant, instable. 10 ans après l'exil, je travaillais toujours au même bureau. Le cycle continuait, et moi, je continuais à l'observer de loin. Toujours légalement interdite de retourner dans le village où des enfants disparaissaient encore. Mon dernier acte de résistance, c'était simplement me souvenir de chaque nom, chaque voix, chaque enfant qui avait appelé. Sarah, Yasmine, Ahmed, Fatima. Des dizaines de noms recyclés à mesure que de nouveaux enfants remplissaient d'anciens rôles. Je me souvenais de tous, même si je ne pouvais pas les sauver. Dans un système conçu pour effacer les identités, la mémoire elle-même devenait un acte de rébellion. Le téléphone a sonné, encore. Un autre enfant. Un autre chuchotement désespéré. Un autre nom à retenir. J'ai décroché comme je l'ai toujours fait. Professionnel. Calme. Limité. Offrant tout le réconfort que mes barrières légales me permettaient. La révolution avait échoué. Le système avait survécu. Mais quelqu'un écoutait encore. Et parfois, c'était tout ce qu'on pouvait faire, écouter. Se souvenir. Et savoir qu'à 500 km, des enfants espéraient encore qu'on se souvienne de leur nom.